au pied de la montagne Noire. Donc, c'est un domaine familial. Donc, c'était mes beaux-parents avant nous et les grands-parents de Franz qui cultivaient les vignes de ce domaine de façon assez conventionnelle. Et voilà, mes beaux-parents, donc les parents de Franz, sont repris en 89 de façon conventionnelle, mais en cave particulière. Voilà, ils sont passés de coopérateurs à cave particulière. Mais mon beau-père avait quand même une approche assez naturelle, puisqu'il désherbait que mécaniquement, qu'il traitait que 3 fois par an à peu près. Enfin voilà, il était puis très observateur quand même. Donc Franz, voilà, a grandi là-dedans. Et je dirais qu'il y a des étapes dans notre vie, voilà, qui nous ont amenés vers l'agroforesterie. Donc on était là pour vous témoigner un peu ce qu'on a, notre chemin. Voilà, donc que dire. En fait, on était, donc on faisait en AOC IGP, pratiquement tous nos vins. Et puis, voilà, avec des relations plus ou moins tendues avec les syndicats, puisqu'ils imposent un cahier des charges qui est très lourd, que ça coûte très cher aux vignerons. Et voilà, donc tous les ans, mes beaux-parents faisaient appel parce que les vins étaient recalés. Donc le syndicat qui est composé d'autres vignerons, en fait, tous les ans, va dans les domaines et déguste les vins du domaine pour dire est-ce qu'ils sont conformes au niveau du goût à ce qu'on veut pour nos vins d'appellation, à ce que l'appellation veut. Et voilà, et tous les ans, mes beaux-parents faisaient appel, mais non, on vous dit que nos vins sont bons, etc. Et puis voilà, et puis en 2000, donc, on a fait un vin, notre cuvée de gamme qui s'appelle la cuvée Domus Maximus, qui a été encore une fois recalée. Et puis voilà, et en fait 5 ans plus tard, notre client anglais l'a présenté à un concours et ce vin a reçu un grand prix qui s'appelle, il a été nommé meilleur vin du monde dans sa catégorie et meilleur vin du monde rouge français, toutes catégories confondues. Et voilà, et donc là on a dit au syndicat, bon ben voilà, le vin que vous n'aimiez pas, pour nous, et il est mondialement reconnu comme étant correct. Donc ça nous a permis de prendre des distances par rapport au syndicat et de se dire voilà, qu'on voulait faire un peu, choisir un peu ce qu'on voulait comme agriculture et comme vin qui nous représentait plus. Voilà, je te laisse poursuivre un peu. Et, oui, donc pour enchaîner, en 2018, Emmanuel et moi, on reprend vraiment la partie viticole à notre charge, puisque c'était avant 2018, c'était avec mes parents. Et 2018, on récolte rien. Mildiou, on a très peu traité, et on récolte rien. Donc là, grosse remise en question. Voilà, et puis on était en conversion vers l'agriculture biologique, parce qu'on s'était dit, bon, même si on mettait plus en avant le nom du domaine, qui était devenu connu grâce à ce prix, on s'était dit, on va rentrer, puisqu'on a une approche assez naturelle finalement de la vigne, on va demander le label pour avoir les aides, et puis pour nos clients, c'est quand même un repère, quoi, l'agriculture biologique. Donc depuis 2016, on était en conversion vers l'agriculture biologique. Et donc 2018, on récolte rien. Et là, soit on arrête, soit on repart sur du conventionnel, mais ça, c'était hors de question. Et c'est là où François intervient, puisque on a rencontré Hervé Covès. D'Hervé Covès, on a rencontré Alain, qui nous a abreuvé de paroles. Oui, parce qu'en fait, en 2018, je reviens là-dessus, mais donc année du mildiou, humidité permanente pendant un mois, on ne fait plus rentrer dans les vignes, etc. Donc nous, on n'a pas traité. Donc mildiou répandu à toute la vigne et zéro récolte. Et on a des amis qui étaient en agriculture biologique qui, eux, quand même, ont pu rentrer dans leurs vignes, se sont accrochés et ont traité 15 fois dans le mois, cuivre, soufre, etc. Ce qui est permis en agriculture biologique. Et là, on s'est dit, on aurait dû faire ça pour avoir de la récolte. Mais on s'est dit, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, on ne voulait pas saturer les sols de cuivre, de métaux lourds, etc. Donc on s'est dit, finalement, l'agriculture biologique ne nous représente pas. Donc soit on retourne dans le conventionnel, soit on fait l'agriculture biologique comme tous les autres. Et voilà, soit il y a une troisième voie. On était en recherche un peu de trouver quelque chose qui représente plus notre approche, qu'on voulait être plus naturel. Et nous, on est
enfin, l'interventionnisme à outrance ne nous intéressait pas du tout, en fait. On voulait plutôt être des collaborateurs de la nature, des observateurs, et voilà. Et donc Hervé, on a vu Alain et Hervé, et on leur a dit, ben voilà, en fait, nous, on ne veut plus traiter, on ne veut plus de cette viticulture où l'homme est dominateur et on traite, et on corrige, c'est comme les médicaments. Plus on prend des médicaments, ben, plus on va avoir des effets secondaires, plus il faut traiter, etc. Donc ça, et du coup, Hervé et Alain nous ont dit, ben, on va planter beaucoup d'arbres. Donc c'est très très simple. Ben, on ne fait que planter, on plante des arbres tous les jours. Et 2021, 10% des vignes du domaine, on a arrêté tout produit, tout intrant. Mais quand on dit tout intrant, c'est tout. Pas d'irrigation, pas de fertilisation, pas de fongicides, pas de soufre, pas de cuivre, pas d'herbicides, pas de pesticides, la liste, pas de biochar, pas de biostimulants, voilà, rien. 2022, on a fait la moitié des vignes, sachant que tous les automnes et hivers, on plante des arbres. Et 2023, 100% des vignes sont laissées tranquilles. Donc tout ça, ça marche sur sol vivant, vous avez compris, mycorhize, sur sol vivant. Donc on ne travaille plus les sols pour ne pas qu'ils s'exposent au soleil. Donc du coup, notre viticulture aujourd'hui, c'est plus de tracteurs, plus de produits, c'est plus rien. Donc là, on est en vacances jusqu'aux vendanges. C'est pour ça qu'on peut être là ce matin. Mais c'est une réalité, puisqu'on laisse tranquille les vignes. Et donc Alors après, la chance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup d'hectares. Je dirais c'est un domaine familial. Donc on a décidé de valoriser plutôt les vins, de vendre les bouteilles à un prix correct, enfin assez élevé par rapport à la moyenne, hein, disons. Mais du coup, on peut se permettre de ne pas avoir beaucoup de récoltes. Voilà. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est surtout avoir une approche plus contemplative, je dirais, de la nature et d'admirer ce qu'elle peut nous donner de beau. Voilà. Et donc, on peut se contenter de récoltes plus petites. Disons que c'est une approche un peu différente. Parce qu'on est en transition, c'est-à-dire que la fertilisation aujourd'hui, ce sont les trognes, ce sont les arbres qu'on coupe, les feuilles qui tombent, les branches qui tombent. Mais l'objectif, c'est d'arriver à une fertilité, mais sur le long terme, hein, sur 20 ou 30 ans, fertilité naturelle, qui probablement, Alain, on avait dit que ça serait peut-être 30 hectolitres hectares. On n'est pas sous perfusion, on n'est pas. Donc probablement que la fertilité naturelle de nos sols et de notre climat serait autour des 30 hectolitres hectares. Aujourd'hui, on est à la moitié, 10 ou 15 hectolitres hectares. Donc ça veut dire qu'il faut, pour compenser la petite récolte, il faut bien valoriser les bouteilles, ça c'est sûr. Voilà, donc on plante toutes sortes d'arbres. Des feuillus, des fruitiers, maximum de biodiversité sur toutes les strates, des petits, des moyens, des arbustes, des grands. Ouais. Parler d'un sujet qui est un peu le starter de ça, que moi je n'ai pas évoqué encore et qu'on verra tout à l'heure, c'est la régénération naturelle. C'est ça. Oui. Ouais. Alors ça c'est vrai, ouais. Il y a deux cas de figure. Sur toutes les anciennes vignes, vu que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de désherbants, et longtemps qu'on ne travaille plus le rang, il s'est développé tout un tas d'arbres en régénération naturelle. Et donc, on en est à des milliers et des milliers d'arbres. Pas mal de feuillus, mais il y a un peu de tout. Il y a des oliviers, il y a du forestier, un peu de tout. Quelques fruitiers, des amandiers, et après, sur les jeunes vignes, on est sur des plantations. Mais régénération naturelle, c'est fabuleux parce qu'ils sont hyper bien implantés, puisqu'ils ont poussé tout seuls. Mais ça manque un peu de biodiversité, donc il faut qu'on complète un petit peu. Même si on a pas mal d'églantiers, qui fait partie des fruitiers. Donc on sélectionne ceux qui poussent naturellement sur les rangs, et pas entre les rangs, mais sur les rangs, on va garder les arbres qui poussent tout seuls, si voilà, c'est pas trop, sauf tout ce qui est résineux. Vous les trognez chaque année ou vous en laissez certains Non. qui poussent
En fait, le problème, c'est que ça pousse pas vite. Donc quand on trogne, l'objectif, voilà, en fait, voilà ce que je voulais dire au départ, c'était la vigne, elle a des spirales pour grimper aux arbres. Donc l'idée, c'est de recréer l'écosystème naturel de la vigne. Et qui dit écosystème dit immunité naturelle. Donc ça renforce la vigne quand elle est dans son élément. Et on a des exemples de vignes qui grimpent dans les arbres, mais absolument extraordinaires, où on a un bonsaï à côté, et là on a des vignes qui vont faire des sarments de 2, 3, 4 mètres parce qu'elle a rencontré l'arbre. Donc c'est très spectaculaire. Je pense que ça va au-delà de tous les problèmes que pourrait avoir la vigne, enfin que ça résout tous les problèmes. Mais quand on trogne à peu près à cette hauteur, et là on rabat, donc on perd la vigne, on rabat la vigne aussi, et ça sera, on ne pourra pas le faire entre 5 et 10 ans, on pourra le faire, tous les 5 ans ou 10 ans. En fait, pour ceux qui n'ont pas compris, une trogne, c'est un arbre qu'on coupe toujours au même endroit, et qui va s'élargir, grossir. Et là, voilà, mais ça ne pousse pas très, très, très vite. Chez nous. C'est récolté à la main ou pas récolté? Du coup, on récolte à la main. Ouais. Et on n'est pas obligé de traiter le vignes en France? Parce que j'ai entendu ça que... Il y a un traitement obligatoire. Il y a un traitement obligatoire qu'on ne fait pas. Mais c'est le traitement contre la cicadelle, c'est la flavescence dorée. On surveille quand même qu'on n'ait pas de cette cicadelle. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'elle va plutôt sur les vignes très très poussées. Parce que ça doit être plus gourmand, plus facile, je ne sais pas. Mais la cicadelle va sur les vignes très très poussées. Elle ne va pas chez nous. Mais effectivement, c'est un petit peu compliqué. Mais moi, je pense qu'il faudra que ça évolue un jour, les traitements obligatoires. Parce que la cicadelle, c'est un papillon. Si on a des oiseaux, des chauves-souris, ils mangent les papillons. Oui, c'est sûr, c'est juste ma question, si vous risquez une amende ou pas avec cette méthode. Non, mais l'étape suivante, ça va être justement de faire bouger les choses. Et, ouais. Ah oui, c'est dommage que la France fait ça, en fait. Ouais. Il y a quelqu'un en Bourgogne qui a eu une amende, mais c'était déjà il y a quelques années. Mais après, on peut constater qu'on n'a pas de flavescence dorée chez nous. Et donc, on ne met pas en danger. De toute façon, les autres, ceux qui ont peur, ils traitent. Hein, donc, on ne les met pas en danger. Hein. En fait, si on veut tout dominer la nature jamais ne va s'équilibrer. C'est un peu le message justement d'Alain et Hervé, c'est de remettre aussi, d'arrêter de dominer et de s'en remettre un peu à une certaine spiritualité aussi, d'accepter que le vivant il vit quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais c'est comme il y a un autre truc qu'on fait depuis très longtemps, et moi je pense que c'est une bêtise, c'est de greffer le phylloxéra, il vient des États-Unis, donc on greffe tous les pieds de vigne sur des porte-greffes américains, et je pense qu'il faut, si on veut que la nature trouve la solution, d'ailleurs Hervé avait dit l'autre jour qu'il y avait la solution, mais il faut arrêter de faire ça, je pense. Mais c'est interdit aussi. Mais c'est interdit aussi. Ouais. Voilà. Ça peut changer votre vie, vous, quand Non. vous disiez, peut-être ils étaient malades Non, on n'a rien changé. On n'a rien changé, mais par contre, on y est allé progressivement. Après, on ne faisait pas du conventionnel intensif. Aujourd'hui, on a constaté qu'une vigne très irriguée, très fertilisée, si vous arrêtez tout du jour au lendemain, elle meurt en 2-3 ans. Mais ça, ce n'est pas notre cas. Nous, on n'a rien changé. Et donc, non, le vignoble va bien. Et on a tous les cépages que tout le monde connaît. Syrah, Carignan, Cinsault, Grenache, Mourvèdre. Comment? Il n'y a pas trop vigné pour avoir les racines naturelles. Là, j'ai pas compris. Trop vigné, c'est-à-dire toucher le sec. Ah oui, marcoté. Ah non, non, Marcotage. non. Ça vous permettrait d'avoir Alors ça, potentiellement le ah oui. greffe demandé. Oui, mais non. Alors Mais ça, non, mais normalement, on n'a pas le droit aussi. Hein. Non, mais moi, on veut pas. Enfin, on veut pas avoir. Non. Moi, je veux vraiment planter des boutures de francs de pied. Oui, mais pas de marcotage. Marcotage, c'est une tricherie un peu.
Eh ben, il n'y a pas le portographe américain. Le marcotage, en fait, c'est vous prenez un sarment, vous le mettez. Ah, une fois qu'on a coupé, oui. Mais en général, on ne coupe pas. Ah oui. Ouais. Donc maintenant, vous travaillez par couture? Alors. Ah, c'est pas officiel, il ne faut pas le dire. Non. En fait, pour le moment, non, parce qu'on n'a pas planté de vigne récemment, là. Mais il y a un petit problème, c'est que quand même, si on veut planter une vigne, il faut des droits, et si on veut, il faut demander à France Agrimaire l'autorisation de planter, aux douanes, et il faut livrer un bon de livraison qui vienne d'un pépiniériste. Et le pépiniériste n'a pas le droit de nous livrer du franc de pied. Donc c'est un petit peu compliqué. Moi je veux faire du franc de pied, mais c'est un peu expérimental sur des parcelles. Il y a toujours le risque que cette maladie qui a justifié cet attache du doctorat. Ah. On a encore ce danger ou non? Alors, Oui, oui. d'après Hervé, il y a la coccinelle asiatique Ouais. qui bouffe l'arbre du phylloxéra. Aussi. Donc ça peut évoluer dans le bon sens. Bon, moi, je fais des milliers de boutures de vigne depuis 2 ou 3 ans. On va voir dans la longévité ce que ça donne. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir des maladies. Nous, il y a sur les parcelles, il va y avoir quelques pieds qui vont avoir du mildiou, etc. Mais ça ne se répandra pas à tout, parce qu'il y a des barrières naturelles végétales qui font qu'il y a suffisamment de biodiversité. Voilà. Après, c'est une façon de cultiver qui fait qu'on accepte de renoncer à certains pieds. Là, on va avoir moins de densité, moins de rendement, par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui ailleurs. Mais voilà, on accepte juste, là on sait qu'il y aura un petit peu de maladie peut-être à cet endroit, quelques pieds touchés, mais le reste ira très bien. C'est dans notre ABC, on ne va pas refaire un ABC, mais dans les maîtres mots, c'est biodiversité et c'est casser la monoculture. La monoculture est l'inverse du vivant, de la nature. Donc c'est ce que dit Emmanuel, c'est qu'on casse la monoculture, du coup ça se propage beaucoup moins, une maladie se propage beaucoup moins. Et c'est le vivant, la biodiversité, casser la monoculture, le cycle de l'eau, le carbone, l'alimentaire. Et un pied qui a été malade, est-ce que ça l'atteint durablement pour l'année d'après ou pas? Alors, en cas de mildiou Ah non. Non, on a même une expérience extraordinaire. On a une vigne, en 2018, elle avait produit un seau de raisin. Une vigne qui fait à peu près 1 hectare. Pas bien. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce qu'après, on a eu à nouveau, 2020, une attaque de mildiou. Et on avait fait bénir cette vigne par des prêtres, des chanoines de la grâce. Et 2020, nouvelle année, nouvel épisode de mildiou, 0 mildiou. Donc 0. Ouais, elle était magnifique. Magnifique. Donc non, on peut avoir du mildiou une année et pas. Parce que les anciens disaient ça, qu'il fallait brûler et tout, mais ça. Vous avez traité à l'obénie. Ouais. C'est vrai. Alors c'est pas de la biodynamie. C'est pas du tout de la biodynamie. Non. Vous allez vous faire. Et c'est des jeunes vignes que vous plantez, vous mettez quelle densité d'arbres à l'hectare? Alors, ça c'est une bonne question. En fait, on est libre de faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, notre objectif, c'est au moins un arbre par pied de vigne. Donc, sur ce qui existe déjà, s'il y a 4000 pieds de vigne, ça fait 4000 arbres. Sur les futures plantations, je pense qu'on va baisser le nombre de pieds de vigne, mais garder des grandes densités d'arbres. 5000, par exemple, 5000 à 10 000. Alors, c'est pas que des arbres, c'est des végétaux, des arbustes, c'est pas que des arbres. Le lierre est un arbre froid, mais le nerf à l'interne, qui est un petit arbuste, est froid aussi, et fait de la condensation. Donc, c'est pas que des arbres. Mais l'idée, c'est quand même sur la grosse densité d'arbres, et en vigne, pas forcément. On pourrait même faire des vignes à 100 pieds. J'ai demandé à France Agrimaire le minimum. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de minimum. Ouais, mais moins de pieds de vigne. Ben oui, d'avoir des beaux pieds, moins de pieds de vigne. Aujourd'hui, c'est une vigne bien propre dans le langage paysan, agricole d'aujourd'hui. En fait, c'est un magnifique cimetière rempli de bonsaïs. Voilà, c'est Le nerf Ah bah oui. peu connu, le nerf brun. On le verra, mais. Les nerfs bruns à la terre. Quand vous preniez
C'est une plante qui est hyper commune et qu'on connaît. Non, parce que c'est tout. Pas tous les 5 ans, pas plus. Mais c'est le début, hein. Ouais. Encore, vous savez, on n'a pas de gros arbres encore dans les vignes, c'est des jeunes arbres, les plus hauts, on va voir cette année. Mais on en a de plus en plus et on a commencé à produire. Vous ne pouvez plus rentrer en tracteur, finalement. Alors, c'est un peu le problème. Moi c'est mon rêve de toute façon, on ne rentre plus en tracteur. Oui. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'herbe qui pousse, qui gêne un peu les vendangeurs? Est-ce qu'on passe une tondeuse? L'an dernier, c'était les moutons. Mais cette année, la bergère n'est pas venue parce qu'il n'y avait pas d'herbe. Et donc, mais là, il a plu il y a 10 jours, 80 mm. Donc, est-ce qu'on laisse l'herbe finalement, elle va sécher, les graminées vont sécher. Non, mais le risque, c'est entre les rangs. Enfin, il faut quand même qu'on puisse accéder aux vignes. Donc en coupant l'herbe entre les rangs, voilà. Et puis il faut couper ce qui pousse entre les deux rangs de vignes. Vous pratiquez l'inoculum sur les racines des arbres hautes en fait? Non. Vous avez bien entendu parler? Oui. Mais non. Oui, non, j'en ai entendu parler, mais non. En fait, on garde tous les arbres, les champignons, il y en a de plus en plus. L'inoculum est intéressant quand on importe des arbres d'ailleurs, en principe. Oui. Voilà. Mais C'est des pratiques qu'on fait nous-mêmes, c'est pas des inoculums qu'on achète. Pardon? C'est Hervé qui m'avait enseigné, partout où il passait, dans les monastères ou les châteaux ou dans les villages, il allait prélever de la litière forestière sous le vieil arbre. Et puis après, à force, on a comme une bibliothèque de mycorhizes et de bactéries qu'on entretient dans par exemple une jarre en terre. Il faut la nourrir un peu avec du son ou de la vieille farine. Et puis, quand on plante des arbres à racines nues, on trempe les racines dans ce espèce de pralinage. Mais depuis qu'on fait ça, nous, on a constaté que de très forte mortalité, parce que c'était pas d'irrigation, quoi. Donc les 2 premières années, on arrose avec une tonne derrière un tracteur, mais après, c'est marche ou crève. Donc depuis qu'on fait ça, on a beaucoup moins de mortalité sur les jeunes arbres. Vous dites moins de mortalité, c'est ça? Oui. Parce qu'ils se mettent en relation. Nous, on a constaté que quand on plante, on fait un gros trou, on remplit d'eau le trou. Après, on trempe l'arbre dans de l'eau aussi, quelques heures. Parce que c'est souvent, au démarrage, c'est souvent un problème d'eau. Mais non, l'inoculum, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Et pour l'arbre que vous avez planté, avez-vous expérimenté avec l'eucalyptus ou pas? Alors, non, l'eucalyptus, à part François qui a une variété d'eucalyptus résistante au gel, mais ça gèle beaucoup l'eucalyptus. Mais après, pourquoi pas? Enfin, l'eucalyptus, c'est bon, pourquoi pas? Mais non, on fait toutes sortes d'arbres, mais pas encore l'eucalyptus. Moi, j'ai entendu que c'est très agressif en fait, l'eucalyptus. Ma question, c'est si ça s'entend avec la. Chez moi, c'est pas politique. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est la monoculture. Dès que tu fais une monoculture, c'est le problème, le gros problème. Ouais, mais l'eucalyptus, c'est un arbre fabuleux. Quoi. Oui, on fait des tas de bois pour plein d'usages différents, on fait des huiles essentielles, on fait des parfums. Mais si tu mets que des eucalyptus, ça crée tout. Et pourquoi vous n'avez pas focalisé plutôt sur des plantes, des arbres, qui poussent, des arbres pionniers qui poussent vite, qui peuvent être taillés. Mais ça, on en a beaucoup en régénération naturelle des frênes. Beaucoup de frênes qui poussent. Beaucoup. Et peupliers aussi. Ah ouais. Du coup, vous n'avez pas axé sur toutes ces choses-là, peupliers, saules, frênes, tous ces trucs taillés très souvent. Si, mais entre autres, en fait on essaye de mettre tout ce qui est possible. Parce que dans la dynamique du système, le fait qu'on taille tous les 5 ans ou qu'on taille tous les ans, ça a une influence importante sur la dynamique du système, non? Ouais, c'est trop tôt là pour qu'on vous dise. Vous vinifiez vous-même? Ouais.
vinifie nous-mêmes et on a apporté quelques bouteilles pour... Non mais c'est très intéressant parce qu'on a apporté du 2023, donc sachant que l'idée c'est de rien mettre à la vie, donc ça vous avez compris, c'est vraiment clair, mais c'est très fort parce que tous les vignerons vous disent qu'ils sont agroforestiers parce qu'ils ont planté 3 arbres en bord de vigne et qui traitent très peu, parce que de toute façon ça coûte cher de traiter, donc on traite tous très peu. Mais d'aller jusqu'à ne plus traiter, là c'est vraiment vraiment un paquet franchi. Et après en cave, eh ben, on ne met rien non plus. Sauf s'il y a un problème, mais sinon on ne met rien et donc on va vous faire goûter du 2023 qui n'a rien. Et voilà, non, et en vin de France, non, je rebondis parce que je n'avais pas fini. Je suis désolée, c'est un peu décousu hein, notre truc, mais voilà, pour vous dire qu'on est sorti de toutes les appellations, etc. Que maintenant on ne fait plus que du vin de France et on est heureux, là je rebondis sur la joie d'avoir l'impression de faire ce qu'on veut un peu et enfin, en collaboration avec la nature. Voilà. Ben, c'est beaucoup plus sympa de planter des arbres que de traiter. Vraiment. Est-ce que vous avez un peu des objectifs de production fruitière, de diversification Alors, on a commencé des confitures, mais aujourd'hui, ça reste. On a un peu d'huile d'olive aussi, mais ça reste marginal encore par rapport à. Parce que au fur et à mesure des années, ça va forcément prendre des essors, et le bleu ne fera pas ça. Et, ouais, mais tout ce qui est confiture, ça, c'est un peu comme Lausanne, c'est pas du frais. Oui, pour l'instant, on est sur des produits transformés qui se gardent. Voilà. Après, on va voir. Bon, pour l'instant, notre activité principale, c'est quand même le vin. On reste là-dessus, on se diversifie un peu. Voilà. Mais ça donne d'autres arcs, d'autres flèches à nos arcs. Ouais. Oui. Oui, non, mais c'est vrai que en plus, dans les arbres, cette année, les amandiers, ils ont plein de fruits. Enfin, il y a des cycles différents pour chacun, mais effectivement. Mais aujourd'hui, clairement, on vit par le vin, pas encore par le... Moi, je pense qu'il faut être prudent sur la question de si j'ai pas de vin, j'aurai des fruits. C'est une question qu'on me pose souvent. Moi, je pense qu'il faut être prudent. Il faut faire du vin au maximum, vous l'avez dit, fixer les niveaux de productivité. Parce qu'une vigne qui ne produit pas, ne construit pas. Alors, bien sûr qu'il y a des shots, des choses comme ça, mais c'est pour ça que j'ai tout de suite mis dans la perspective du travail qui est fait la notion d'agronomie. L'arbre agronomique avant tout. Il y aura des fruits, et tant mieux, etc. Mais c'est aussi la construction, la protection. On voit aujourd'hui clairement, et vous en faites partie, et vous poussez les curseurs à fond, donc certains les considèrent comme fous, mais sans fou, on va nulle part, sans cette folie-là, parce que tout d'un coup, de fou, on devient normal très vite. Il y a des appellations qui vivent dans des écosystèmes forestiers. On récolte des vins plutôt goûteux, à rendement, en Amérique du Sud, notamment. C'est normal de faire pousser. Rappelons qu'en Bolivie, notamment, pas que, mais rappelons qu'en Italie, il y a des traces d'arbres associés aux vignes, partout, etc. Donc, ce qui est bien, c'est que chacun son modèle. Oui. Vous cheminez vers un modèle qui vous revient et qui vous convient. Fondamentalement, c'est moins de traitement, moins d'intrants, de la productivité. Ce que je veux dire, c'est que dans l'analyse fine d'une unité qui s'appelle la belle vigne, parmi d'autres, mais on voit que ces pratiques de sol vivant, de plan de campagne, de la guilde, la vigne est une liane qui fait des vrilles sur un nombre d'or pour s'accrocher aux arbres, qui produit du raisin pour les oiseaux et qui est née dans la ripisylve, avec des plans de campagne, donc c'est la nécessité. Elles sont connectées, donc est-ce qu'elles sont en symbiose ou pas? On a pris tellement l'habitude de cultiver sur des terrains qui ne sont pas propres. À monoculture, ratiboisé. Là, on a, dans les principes d'agroécologie, c'est couverture végétale des sols, agroforesterie, taille, conformation, origine génétique et taille physiologique. La vigne est une liane qui doit s'allonger tous les ans. Si vous ne mettez pas la vigne en réserve,
Ça s'appelle de l'esca, ça s'appelle du stress, ça s'appelle de l'oxydation de la plante. Marceau Bordarias, hein, qui fait partie de nos compères, travaille sur la taille physiologique, la taille douce, on l'appelle comme on veut. Et c'est comme ça qu'on construit des racines, et c'est comme ça qu'on construit des champs mycorhiziens, avec toutes ces plantes de campagne diversifiées. Hervé nous dit qu'il est des champs mycorhiziens spécialisés dans la prévention de la vigne face au mildiou. Et d'expérimenter tout ça à fond, à bloc, en ayant le temps, la patience, l'énergie, et de faire des vins qui goûtent, parce qu'il faut les vendre aussi quelque part. Hein, c'est laboratoire à grande échelle, dans une vigne, j'insiste lourdement, qui est, tous les vignerons en agroforesterie, alors pas effectivement ceux qui plantent 3 arbres, mais historiques, vous disent que leurs vignes sont les parcelles les plus tranquilles face aux agressions. Une vigne en sève sur un sol vivant, protégé, régulé, accumulé, ben, elle est moins sensible à la force des chocs et des événements. C'est spectaculaire, parce que là j'ai encore fait un tour hier dans les vignes, il n'y a pas de traces d'oïdium, il n'y a pas de traces de mildiou, et on voit la valse des tracteurs là. Donc il y a quand même vraiment on peut avoir parfois un peu de maladie, mais c'est spectaculaire. Après, je pense que de façon naturelle, on traite trop, de façon générale, je pense. Parce que c'est le principe de précaution. Une plante oxydée, on la suroxyde. Je ne dis pas que c'est simple, hein, mais le vivant, on a peur du vivant. Enfin, moi, on a peur. L'agriculteur a souvent peur. Voilà. Mais c'est très épanouissant, par contre. On parlait, c'est vraiment quelque part un autre métier. Mais qui oblige à faire du commerce. Hein. On est en vacances de l'agriculture, mais on est à fond sur le commerce. Hein. C'est pas... Non, hein, n'oublions pas que toutes les cultures, et la vigne en particulier, elle a besoin d'une quantité de lumière sur le bourgeon l'année précédente pour fructifier correctement. Donc le pilotage, il est là après. Après, je deviens maître et contrôleur de la quantité sous mes trognes, sous mes arbres fruitiers. Je ne connais pas de système agroforestier qui fonctionne à l'ombre totale. Il n'y en a pas un seul, heureusement. Et c'est ça. Rappelons aussi que quand on trogne ici, quand on trogne là, quand on trogne, on dégage de la racine. Donc en dégageant de la racine, puisque ce sont les feuilles qui construisent les racines et pas le contraire, en dégageant de la racine, qui plus est dans des zones qui s'aridifient, on décompose du bois, et en décomposant du bois, on libère de l'eau, et donc on crée des zones d'hyperfluidité et de connexion, bien l'eau, et de connexion entre les plantes et en symbiose. En trognant l'arbre, on refait le cycle de l'eau, et c'est là-dessus que vous êtes positionné. On injecte des quantités d'eau qui reconnectent, comme dans la forêt. Souvent dans la forêt, c'est le fragon, le hou, peu importe, les plantes persistantes qui font. Nous créons du bois mort plus vite que les écosystèmes forestiers pour reconnecter et mettre de l'eau et disperser l'eau et remettre toutes les plantes en symbiose. Un chercheur est passé il n'y a pas longtemps, il a compilé 5 ans de diapos de la NASA, t'en parlais tout à l'heure. Et donc, non mais il a observé quand même plus de photosynthèse chez nous que chez les voisins et température plus basse de nos parcelles. Donc il m'a dit, il faut mettre un énorme panneau à l'entrée du domaine. Bon, après, ouais, ici on rafraîchit l'atmosphère. Le problème, on a quand même des voisins, voilà, ça se fait avec précaution. Mais c'est intéressant, enfin, il y a quand même des signes réels de l'évolution avec les arbres.